Mercredi 17 avril 2019, au sommet de l'actualité de cette édition, après une trentaine d'années de recherche, les scientifiques sont enfin prêts à lancer le vaccin antipaludique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Birukega. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs points ont été abordés à cette rencontre. Le point de la rencontre avec le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandjinou, au micro de Jonas Tondé. Du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, nous avons adopté le thème de la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2019 à Tinkodogo. Et ce thème, c'est 100 ans de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique en vue de la consolidation de l'État-nation. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté les résultats de l'appel d'offres international après préqualification pour la construction du centre hospitalier universitaire, centre hospitalier régional de Manga. Il faut savoir que dans l'organigramme du ministère, donc, toutes les régions doivent être dotées d'un centre hospitalier. Nous avons actuellement 2 régions qui n'en avaient pas. C'est le centre sud et le plateau central. Et donc cet appel d'offres permet, à hauteur d'environ 13 milliards de francs CFA, de doter donc la région du centre sud avec comme chef le Manga de son centre hospitalier régional. La durée, le délai d'exécution, c'est de 18 mois. C'est financé donc à hauteur de 13 milliards, j'ai dit, 40% par le fonds cohétien, 40% par le fonds saoudien et 20% par l'État burkinabé. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons également adopté les résultats de l'appel d'offres national restreint pour les travaux de réalisation d'infrastructures socio-économiques dans cette région du Burkina. Il s'agit de la boucle du Mouhoum, du centre-est, du centre-nord, du centre-sud, de l'est, du nord et du Sahel. Et ces réalisations se font donc dans le cadre du PADEL, qui est le programme d'appui au développement des économies locales. Une idée de ce qui va être construit, il s'agit donc de sites devant servir de périmètres irrigués, de parcs de vaccination, d'aires d'abattage, de forages pastoraux avec système solaire au niveau des pompages, de magasins de stockage, de marchés à bétail, de marchés, de gares routières et d'aires de stationnement. Il faut savoir que nous espérons avoir pour ces investissements-là des emplois indirects et induits d'à peu près 17 989, permettent également la modernisation et la transformation d'à peu près 7000 unités de production informelle. En rappel, le financement est assuré donc par la BOAD et le budget national. C'est à hauteur à peu près donc de 21 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons donc adopté un décret portant création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires à l'université du professeur Joseph Kizerbo. Le lycée municipal Bambata a tenu hier mardi sa 5e édition de la journée de solidarité. L'événement placé sous la présidence du président de l'Assemblée nationale Alassane Balasso Kandé et le parrainage de Sa Majesté le Mogo Naba a permis à une centaine d'élèves en difficulté de bénéficier de plusieurs dons en nature. Le reportage est signé Théodore Yamiogo et Jonas Tondé. Ils sont au nombre de 117. Les élèves du lycée municipal Bambata ont bénéficié d'un soutien particulier ce 16 avril 2019. La journée de solidarité de l'établissement, qui est à sa 5e édition, permet à plusieurs bonnes volontés de venir en aide aux orphelins et enfants vulnérables pour que ceux-ci puissent étudier dans de bonnes conditions. La première édition a permis d'appuyer quelques élèves. La deuxième édition, 178 élèves. La troisième édition, 132 élèves. La quatrième édition, 129 élèves. Et la présente édition nous conduira à soulager 117 élèves vulnérables, dont plus de la moitié orphelins de père. Ce qui voudrait dire que ce sont des femmes qui souffrent et donc il faut soutenir. Ils recevront tous des kits scolaires et d'hygiène, des couvertures, des rations sèches pour certains, le paiement de frais de scolarité
et l'abonnement à la cantine scolaire pour d'autres et aussi des vélos. L'organisation de cette journée de solidarité nous satisfait d'autant plus que les concernés nous fournissent chaque année de bons rendements scolaires, signifiant ainsi que nous ne prêchons pas dans le désert. Ce sont plus d'1,6 million francs qui ont été mobilisés par diverses personnes et structures. Un acte de solidarité salué par les bénéficiaires. Depuis maintenant 5 ans, nous bénéficions chaque année de kits scolaires, de vivres. Certains ont eu des vélos et d'autres des abonnements à la cantine scolaire et j'en passe. Tout ça pour nous permettre de poursuivre nos études en toute quiétude. Cela nous va dans le cœur et les mots me manquent pour exprimer la joie de tous mes camarades. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Pour certains, avoir 100 francs pour manger à midi n'est pas toujours facile. Les dons dont nous allons bénéficier à l'instant profiteront à tous les membres de la famille. Ce qui revient à dire que cette solidarité profite aussi à nos parents et à nos frères et sœurs. Nous mettrons cette aide à profit pour bien travailler à l'école et réussir dans la vie. La jeune fille de 13 ans n'oubliera pas ces moments d'un tour à vélo avec le président de l'Assemblée nationale, ex-délégué général de ce même établissement. Alassane Bala Sakandé offre en plus de sa contribution financière un vélo à chacun des 117 élèves. D'autres promesses ont été faites et l'homme exhorte les élèves à être disciplinés et studieux. Je souhaiterais que vous, élèves du lycée municipal Bambata, parce que vous avez demandé, vous avez exigé aussi par l'entretien de votre proviseur pour que je sois là. Je ne dis pas que je suis un exemple, mais je vous demande de faire un peu comme moi. Je ne souhaiterais pas un jour entendre qu'un élève du lycée municipal Bambata a pris en otage un professeur ou un proviseur ou un surveillant. Je ne souhaiterais pas entendre qu'un élève du Bambata a été pris pour des faits de drogue, de prostitution, et j'en passe. Aujourd'hui, je suis là. J'ai un mandat qui court jusqu'en 2020. Élève du lycée municipal Bambata. Ajoutez à ce que je viens d'énumérer. Si vous travaillez bien, et encore bien, je vous dis devant témoins que vous pouvez compter sur moi pour que j'accompagne cet établissement. Je voudrais également vous inviter les scolaires de Burkina à travers vous également, pour que vous puissiez donner beaucoup plus d'attention à vos études. Parrain de la cérémonie, le Mogo Naba a par la voix de son représentant invité les élèves à être de bons citoyens et à s'attacher aux valeurs morales de notre société. L'actualité hors de chez nous, le Parlement égyptien a voté la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi jusqu'en 2030. Il faut noter que le mandat actuel du président doit se terminer au bout de 6 ans. Et selon l'amendement voté, précise que le président peut être réélu pour un mandat de 6 ans. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir jusqu'en 2030, c'est désormais possible grâce au projet de réforme constitutionnelle approuvé ce mardi par le Parlement égyptien largement acquis à l'homme fort du pays. Une réforme qui doit être désormais soumise à un référendum, mais l'opposition se fait peu d'illusions sur l'issue du scrutin. En cas d'approbation, la durée du mandat présidentiel passera de 4 à 6 ans. Le président Sisi, âgé de 64 ans, pourrait ainsi prolonger son mandat en cours de 2 ans, puis se représenter pour un 3e mandat. Il serait donc assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2030. D'autres amendements prévoient d'accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et de donner encore plus de pouvoir à l'armée. L'opposition y voit un nouveau pas vers la consolidation de l'autoritarisme. Nous parlons économie dans cette édition. Les diamants jouent un rôle clé dans l'expansion économique de l'Angola, un territoire riche en mines diamantifères qui doit se développer. Ainsi donc, avec les investissements adéquats, le pays ambitionne de devenir le premier producteur de diamants en Afrique.
Les diamants sont les moteurs de l'économie de l'Angola. Ces 7 exemplaires viennent de trouver preneur pour 17 millions de dollars. Et nous allons avoir l'opportunité rare de remonter le filon. Bienvenue dans Business Angola, nous sommes à 24 000 pieds et nous partons pour le nord-est du pays pour visiter une mine de diamants. Avec nous Mzefula Ngege qui est à la tête de l'organisation African Diamond Council. L'Angola veut devenir le premier producteur de diamants en Afrique. Pensez-vous que ce soit possible? Absolument. L'Angola avance clairement sur cette voie avec l'application récente d'une législation et d'une politique plus favorable. Allons voir ce qu'il en est sur Terre. La concession minière Kwango est le fruit d'un partenariat tripartite public-privé qui compte 700 employés locaux et étrangers. Ici, d'immenses engins s'attaquent à la terre en surface. Michael, entrons dans le détail du processus. Ici, il s'agit de retirer des bandes de terre? C'est la première partie de nos opérations minières. On enlève la terre rouge, le sable du Kalahari avec des bulldozers. Vous descendez ici et vous commencez l'excavation. C'est ça. Et c'est ce qui se fait là-bas aussi? Tout à fait. La mine prévoit d'investir plus de 20 millions de dollars cette année sur fond de libéralisation par le gouvernement du secteur du diamant qui rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. De quoi encourager l'exploration notamment. Ici, on prélève tous les jours des échantillons du sous-sol en quête de nouveaux gisements. Là, on a couvert la zone qui nous intéresse. La zone de minerai se situe entre 25 et 29 mètres sous la surface. La terre extraite d'un filon est traitée par des machines au rythme de plus de 130 tonnes par heure. Cette étape, c'est un peu la machine à laver. Là, on se rapproche des diamants, non, Dionysia? Oui, c'est ça. Là-bas, c'est le processus de tri. Et après lavage, on trie en 3 catégories. Et nous avons ensuite la matière qui part pour un séparateur en milieu dense qui nous permet effectivement d'isoler tous les diamants. Et c'est ce qu'on voit là-bas en hauteur. C'est ce qui est en train de tomber. Oui. Il pourrait y avoir des diamants à l'intérieur. Oui, c'est sûr, il y en a. Le dernier tri a lieu dans une enceinte placée sous haute sécurité où les gémologues repèrent toutes les pierres brutes, des plus petites à celles de plusieurs carats. Il y a différentes couleurs. Il y en a certains qui sont roses, ce qui est très spécifique en termes de couleur et de valeur. Et puis on a aussi des diamants blancs, ici, qui sont de très bonne qualité, des diamants de joaillerie. Et une fois l'extraction terminée, il est temps de rendre le terrain à la nature. Nous sommes soumis à une obligation légale de replanter. Quand nous avons terminé nos opérations minières, nous remodelons le paysage et nous réintroduisons la flore et la faune locale. L'entreprise australienne Lucapa, qui opère elle aussi en Angola, est optimiste sur les perspectives de croissance de ce secteur en cours de libéralisation. Il va y avoir beaucoup plus de monde qui va venir investir en Angola, vu que ces réglementations sont en passe d'être publiées. L'ouverture de ce marché est un événement marquant pour l'industrie angolaise du diamant. Mais quand le pays pourrait-il devenir le premier producteur de diamants en Afrique? Le PDG d'une autre entreprise de ce secteur estime qu'il faut encore franchir quelques étapes. On a besoin de travailler et de faire plus d'études géologiques et minières, d'aboutir à plus de découvertes et donc d'avoir un rôle de plus en plus important dans le secteur international du diamant. Et puis au Rwanda, des réformes dans le secteur de la construction immobilière sont annoncées dès ce mois d'avril 2019. Des réformes qui pourraient améliorer le climat des affaires dans ce pays. Les autorités rwandaises annoncent un nombre important de changements dans le secteur de la construction. Par exemple, pour obtenir un permis de construire, il faudra attendre 57 jours après le dépôt du dossier de demande, contrairement à 113 jours avant l'adoption des réformes dans le secteur de la construction par le cabinet au début du mois d'avril 2019. Dans le rapport Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale, Kigali est particulièrement évaluée comme une ville représentant un pays exemplaire dans divers domaines. Nous avons donc introduit ces réformes pour diminuer le temps et le coût que ça prenait pour obtenir un permis de construire. En ce qui concerne le prix, le constructeur devra payer 2,2% de la valeur de l'immeuble par rapport à 12% qui était exigé par les grands investisseurs. Pour des petits projets, plusieurs exigences et procédures ont été réduites, voire supprimées. Ceci pour améliorer le climat des affaires et attirer plus d'investissements.
En tant que technicien, je suggère qu'on fasse des réformes, pas pour le rapport de la Banque mondiale, mais plutôt pour améliorer la qualité des services. C'est vrai qu'à la mairie de Kigali, les services marchent un peu, mais allez dans les districts, vous serez étonné de voir comment les services sont trop lents à cause du manque de techniciens qualifiés pour étudier votre demande et autoriser le début des travaux à temps. Le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale a classé le Rwanda au 2e rang des pays où il est plus facile de faire des affaires en Afrique et à la 29e place au monde. Cependant, en ce qui concerne les permis de construire, le même rapport classe le Rwanda à la 106e place au monde. Je vous l'annonçais en titre, très bientôt le lancement du vaccin antipaludique. Selon l'OMS, un programme pilote devrait débuter ce mois même en Afrique afin d'évaluer l'ampleur du produit. Après 30 ans de travail et près d'1 milliard de dollars d'investissement, les scientifiques sont enfin prêts à lancer le vaccin antipaludique, rapporte Bloomberg. Un vaccin qui viendra contrer le paludisme, cette maladie transmise par les moustiques qui tue près d'1 demi-million de personnes chaque année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce programme pilote devrait débuter ce mois en Afrique afin d'évaluer l'ampleur du produit. Et l'impact final pourrait dépendre de l'obtention de plus de fonds internationaux. Le vaccin apportera un nouvel outil clé au-delà des moustiquaires, des insecticides et des médicaments dans la lutte contre une maladie qui, selon l'OMS, a tué 435 000 personnes en 2017. Au total, le paludisme touche 212 millions de personnes. Un enfant de moins de 5 ans en est victime toutes les 2 minutes. Voilà, c'est sur cette note de santé que nous mettons fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Ville Kwera. Demeurez bénis en Christ Jésus.